Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec le choc d'hier soir. Barcelone s'impose dans un match énorme face à l'Atlético avec un Pedri au-dessus de tout. Baena ouvre le score, mais Rafinha puis Olmo renversent la partie sous l'impulsion du milieu canarien. Lewandowski rate un penalty, mais le Barça garde la maîtrise dans un duel au rythme très élevé. L'Atlético Madrid pousse en fin de match sans réussir à briser la défense catalane. Ferran Torres tue le suspense et le Camp Nou explose après une victoire qui vaut très cher. Dani Olmo provoque un penalty, marque un superbe but pour le 2-1, puis se luxe l'épaule en retombant après son tir. Le Barça perd un joueur clé. L'action décisive d'Olmo montre encore son importance. Les premières impressions annoncent une absence jusqu'en janvier. Le club attend les tests définitifs pour savoir s'il peut rejouer en 2025. Chez les filles, l'Espagne écrase l'Allemagne 3-0 au Metropolitano et décroche un deuxième titre consécutif en Ligue des Nations. Claudia Pina brille avec un doublé et Vicky Lopez ajoute un but qui tue le match en 12 minutes. Dans Sport, on met en avant les deux victoires, celle du Barça et celle de la Rora féminine. Le quotidien revient un peu sur le rôle de Rafinha dans ce Barça. L'étincelle de Rafinha enflamme à nouveau le Barça, écrit le média. Rafinha réanime Barcelone avec un but crucial et une influence totale sur le match. Le Brésilien impose son énergie, sa verticalité et son leadership dès le début et redonne vie à une équipe en manque d'étincelles. Malgré quelques actions ratées, il reste le moteur offensif et émotionnel du Barça. Flick récupère un joueur clé, capable d'élever le niveau collectif et de guider l'équipe dans les moments chauds. Je pense que l'important est de croire au travail. Nous devons être prêts, on travaille très bien, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, a déclaré le Brésilien après le match. Le coach adverse, Simeone, a montré son admiration envers l'attaquant. Il joue partout, il joue comme ailier, attaquant, milieu de terrain, il marque des buts et met la pression. Je ne sais pas comment il n'a pas gagné le Ballon d'Or la saison dernière. À Barcelone, on pense aussi mercato. Le club ne cherche pas prioritairement un arrière gauche pour la saison prochaine. Le club vise plutôt un ailier gauche, un défenseur central et un latéral droit. João Vitor de Souza, 19 ans, brille à Santos et attire déjà l'attention du Barça, mais aussi du Bayern et de certains clubs italiens. Barcelone pourrait utiliser les 2,9 millions d'euros que Santos lui doit pour faciliter le transfert. Le jeune Brésilien apparaît comme la meilleure opportunité pour renforcer le couloir gauche. Pour fermer cette page, l'Inter Miami ne fera pas venir Neymar pour rejoindre Messi en janvier. Le club privilégie le renforcement défensif et la venue d'un attaquant. Neymar termine son contrat avec Santos ce mois-ci et travaille pour retrouver sa forme physique. S'il assure la permanence, il pourrait prolonger jusqu'à la Coupe du Monde. Après, il pourrait enfin rejoindre la MLS, une compétition qui a toujours retenu son attention. On bascule en Angleterre avec la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort des groupes prévu ce vendredi à 18 h permettra aux équipes et supporters de découvrir les affrontements et planifier leurs déplacements. La FIFA lancera ensuite une troisième phase de vente de billets, offrant pour la première fois la possibilité d'acheter en connaissance les groupes. Mais une polémique agite déjà la presse anglaise. La revente des billets sera taxée à hauteur de 30%, ce qui fait exploser les prix. La FIFA justifie ce système par le dynamic pricing qui ajuste les tarifs selon la demande, tout en réservant une partie des billets à prix fixe pour certains supporters. Les tarifs devraient donc être bien plus élevés que lors du Mondial 2022, surtout pour les matchs de phase de poule. The Sun parle d'un vol sur sa une. Côté City, il pleut des buts, comme le titre le Daily Telegraph. City a dominé Fulham 5-4 dans un match spectaculaire de Premier League. Haaland a marqué son 100e but en Premier League et Foden a ajouté 2 buts et 2 passes décisives. Fulham est revenu dans le match, poussant City à ses limites. City menait pourtant 5-1 mais s'est fait rattraper. Guardiola a salué l'intensité et a reconnu l'expérience nécessaire pour gérer ce type de rencontre. Ce fut un sacré match avec des montagnes russes et c'est sans doute l'un des meilleurs matchs que vous verrez cette saison, écrit le Daily Mirror. City conserve la pression sur Arsenal et reste dans la course au titre. Haaland de son côté n'a mis que 111 matchs pour atteindre les 100 buts, plus rapidement que tout autre joueur. Alan Shearer a mis 124 matchs, Harry Kane 141, Sergio Aguero 147 ou encore Thierry Henry 160 matchs. Dans la Gazzetta dello Sport, on parle d'un Haaland qui a 100 ans. L'équipe met aussi en avant le Norvégien, qui est une machine à stats. Sur ses 100 buts, 71 ont été inscrits du pied gauche, avec notamment 13 passes décisives de De Bruyne. Dans Sport, on titre « City règne en folie et Haaland entre dans l'histoire ». Dans le Daily Mail, on parle de Cristiano Romero, qui a sauvé Tottenham avec un but dans le temps additionnel pour égaliser 2 buts partout contre Newcastle. L'Argentin avait déjà marqué à la 79e minute sur un centre de coup douce et Newcastle avait pris l'avantage grâce à Bruno Guimaraes et un penalty d'Anthony Gordon. Tottenham repart avec un point précieux et de la confiance pour la réception de Brentford. Romero devient le héros inattendu des Spurs et redonne de l'espoir à Thomas Frank. Enfin, Jack Grealish a offert à Everton une première victoire chez Bournemouth depuis 2016 et a condamné l'équipe adverse à une 4e défaite en 5 matchs. On prend la direction de l'Italie avec la Juventus, les Turinois s'imposent 2-0 contre l'Udinese grâce à un but contre son camp de Palma et un penalty de Locatelli. Jonathan David et Loïs Openda voient 2 de leurs buts annulés pour hors-jeu. L'équipe domine la rencontre malgré un adversaire très regroupé et défensif. Mais que devient Jimmy Vardy depuis son départ d'Angleterre ? Jimmy Vardy relance Cremonense avec un doublé contre Bologne après 3 défaites consécutives. À 38 ans, il conserve vitesse, explosivité et efficacité. L'Anglais trouve équilibre et motivation dans son environnement, la vie au lac et ses compagnons de vestiaire.
Ses coéquipiers admirent sa fin de jeu, son leadership et son influence sur les jeunes. Au programme, salle de sport qu'il déteste, beaucoup de piscines qu'il adore, mais il a aussi son petit rituel, comme le révèle Floriani, son coéquipier. Il boit beaucoup de Red Bull, nous avons un frigo à hauteur d'homme pour lui. Je pense qu'il en boit tous les jours, mais il va très bien. Quand il s'entraîne, il ressemble à quelqu'un d'un autre âge. Vardy, c'est aussi 2 semaines de séances personnalisées avec des tirs à haute intensité. Je prends soin de moi en ce qui concerne la récupération, au maximum. J'ai tout ce dont j'ai besoin à la maison, déclare l'attaquant. En Allemagne, c'est objectif Coupe d'Allemagne pour le Bayern Munich, mais l'Union Berlin prépare un plan pour semer le chaos contre le Bayern Munich à Berlin en 8e de finale. Depuis 2020, le Bayern n'a jamais atteint la finale de la Coupe dans la capitale. Les dernières défenses montrent des failles, surtout sur corner et dans la surface. Max Eberl souligne que l'adversaire reste imprévisible et difficile à contenir dans ces situations. Sinon, le Hertha Berlin écrase Kaiserslautern sur le score de 6-1 avec le jeune prodige de 16 ans, Kenneth Eichhorn, qui marque son premier but professionnel et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe d'Allemagne. Dans le choc de la soirée, le Bayer Leverkusen a réussi à s'imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund 1-0 grâce à un très joli but de Mazza à la 34e minute. Ce coup de patte en pleine lucarne a suffi pour permettre à Leverkusen de se hisser en quart de finale. On termine cette revue de presse avec l'actualité en France. Départ imminent, Franck Hayes est sur le point de quitter le GC Nice, comme le titre l'équipe. Tout ça après des tensions avec la direction et les supporters. L'incident avec Terem Moffi et Jérémy Boga a marqué le coach qui avait déjà exprimé son intention de partir. Nice était sur le point d'établir un accord financier pour mettre fin à son contrat malgré sa prolongation jusqu'en 2029. Mais selon nos informations, Franck Hayes a changé d'avis et veut rester à Nice. Nouveau rebondissement sur la Côte d'Azur, le coach a communiqué à ses joueurs qu'il restait sur le banc à un retournement de situation total alors qu'une réunion était également attendue avec sa direction dans l'après-midi. Alors qu'il semblait de plus en plus impuissant, il pense pouvoir renverser la vapeur malgré un groupe forcément touché moralement par la situation. Au PSG, Achraf Hakimi et Désiré Doué poursuivent leur rééducation après leur blessure. Hakimi, touché à la cheville contre le Bayern, espère être prêt pour le début de la CAN le 21 décembre. Il suit un protocole strict en Espagne et à Poissy, encadré par son physiothérapeute et le médecin de la sélection marocaine. Doué, blessé aux ischios, progresse rapidement avec des séances doubles quotidiennes et pourrait rejoindre le PSG à Metz ou à la Coupe intercontinentale à Doha. Les deux joueurs avancent bien, mais le club reste prudent quant à leur retour. Invité de l'afterfoot sur RMC, Mehdi Medacia est revenu sur le mercato estival de l'OM et les pistes qu'il avait explorées pour renforcer l'effectif. Le directeur sportif a notamment évoqué Kevin De Bruyne. J'ai parlé avec lui, mais il était déjà avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer. Je me suis dit que ça pouvait matcher avec le coach. Concernant d'autres noms, Benassia a également commenté les rumeurs liées à Antoine Griezmann et Wesley Fofana. Griezmann, non, je savais qu'il allait prolonger avec l'Atlético. J'ai tenté Wesley Fofana qui est marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller. J'ai tenté 2-3 joueurs libres, a déclaré le directeur sportif. Benassia est aussi revenu sur l'affaire Rabiot. Ce sont des choses qui se sont passées, qui ont été sorties du contexte. Une fois que c'est sorti dans la presse de cette façon-là, difficile de faire marche arrière. Ça m'est jamais arrivé de rester sur une dispute avec un joueur. Il y a eu un comportement qui a été déplacé, on en a parlé et on a sévi. Quand on a ça qui arrive en fin de mercato, on avait tout intérêt à le garder. Tant que je serai à Marseille, on peut finir 5e ou 8e, personne ne va rien décider ou faire. Il y a eu la bagarre et des choses en interne qu'on n'a pas appréciées. Il y a des règles de vie et il faut les respecter, a déclaré Benassia au micro de RMC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.